Bonsoir à tous. Lecture croisée, Michael Ferrier, Nicolas Delot, Maison Colombani, Alliance française de Pondichéry, 14 août 2015. Les choses les plus belles et les plus fragiles tombent en premier. Mais c'est aux arêtes de la bibliothèque que le séisme atteint son paroxysme. Il court le long des tablettes, se glisse entre les rayons et décapite un à un les livres au sommet de l'étagère, où se trouve disposée la poésie française avec un crépitement de mitrailleuse. Saint John Perse tombe le premier. S'en aller, parole de Vivon, celui qui peint la mer au front des plus hauts caps, qui marque d'une croix blanche la face des récifs, ne résiste pas plus de quelques secondes à la bourrasque. Le Saint léger s'envole. Vigny le suit de près, et Lamartine, et même Rimbaud, qui prend la tangente sur sa jambe unique avec une facilité déconcertante, poursuivi par Verlaine et ses sanglots longs. Le comte de Lille s'impatiente et vient bientôt les rejoindre, puis pêle-mêle, Laforgue et Louise Labbé. Le grand Hugo hésite, tergiverse, il grogne de toute sa puissance de ses œuvres complètes, et puis il s'écrase au sol dans un fracas énorme. Aimé Césaire, lui, tombe avec élégance et majesté. Nerval chevauche René Char, Claudel monte sur Villon, Villon sur Apollinaire. Enfin, Malherbe vient et entraîne à sa suite toute la Pléiade. Ronsard, Du Bellay, Belleau, Jodelle. L'Alexandrin, l'Ode et le sonnet piquent du nez dans la poussière. Les surréalistes sont ensevelis d'une seule traite dans une violente rafale. Breton, Aragon, Éluard, Desnos. Le haut et le bas cessent d'être perçus contradictoirement. Alors, c'est bien simple, ils plongent tous vers le bas. Je vois le revolver aux cheveux blancs qui siffle dans la pièce comme une comète et va percuter dans un bruit de foudre la table du salon. Ponge, au milieu de tout ce manège, s'en va sans emphase rejoindre à terre les pétales de prunier dont il s'est toujours senti proche et les jonchés d'œillets qu'il a tant aimés. Quant à Isidore Ducasse, il se retourne et s'envole avec un tel fracas qu'on se demande comment un si petit livre peut faire tant de bruit. Et si ce n'est pas lui, au fond, qui a provoqué un tel cataclysme. Un à un, ou par groupe, par paquet, les livres sont précipités vers la terre, et les phrases à l'intérieur des livres, et les lettres dans les mots, phonèmes, syllabes, syntagmes, segments de sons par saccades. Grammaire perdue, syntaxe suspendue, c'est tout l'ordre du monde qui est en train de se défaire, paragraphe par paragraphe, verset par verset, alinéa par alinéa. Toute la poésie française se casse la gueule. Seul Baudelaire résiste, là-haut, tout là-haut, pour je ne sais quelle raison, éternel récalcitrant. Bonsoir. Description d'un orage par Nicolas Delot dans Les Rois d'ailleurs. Chaos. Dehors, les ruisseaux de sang grossissent, dévalent, arrachent, emportent tout, se rejoignent, alourdis par les rideaux épais de pluie grasse et tiède. Pas un bruit que la pluie, légion sifflante, et de loin en loin noyer quelques cris, des appels. Pas un oiseau. Les rigoles débordent en torrent. Les murets de terre ont été éventrés. L'eau y a ouvert de nouveaux cours. L'eau, partout. Elle s'enfuit et dévale, se divise, se rejoint, grossit sans relâche. Le ciel se vide inexorable. L'eau creuse le sol et des blocs de terre rouge s'effondrent presque sans bruit, dissous comme sucre. Plus bas, dans la pente, retentissent d'immenses fracas. Tout gronde, et c'est comme si le monde vivant sentait venir sur lui la mort, déversée par une colère sans lieu. Sur la place, devenue marécage, le baobab a dévié un gros ruisseau venu des quartiers hauts. Impossible d'en deviner la profondeur, mais en son cœur, l'eau file avec une vitesse et un ronflement de monstre.
Polo avance doucement, titube presque. À ses pieds, des criquets aux ailes engluées de boue finissent de se noyer. À perte de vue, scarabées, libellules, tout un empire d'insectes meurt en pataugeant. Les blattes seules grouillent, collées au mur. Juché sur un vieux bidon, un gros rat gris se gave. On entend le bruit de coquilles d'œufs, le bruit de fagots secs des carapaces craquant sous les dents pointues. Polo s'approche doucement, comme un fauve. D'une détente électrique, son pied sèchement envoie le rat au diable. Bruit mat, dernier couinement de surprise, et le ruisseau l'emporte. Il le regarde disparaître, suit sa course s'accélérant quelques pas, puis saute d'un bond par-dessus la ravine et, se dirigeant sous les trombes sans hésiter, emprunte l'une des ruelles qui quittent le village. Le village avait mis du temps à sombrer. Il avait dégringolé dans la fureur chointante des pluies d'une saison, par plaques, par petits bouts. Un travail de termites. Il n'en reste aujourd'hui que des traces éparses. Un baobab immense, aux racines découvertes, des tôles, quelques chiens. La vieille avait vu cette nuit-là. Elle avait vu s'effondrer le village, fendu en deux par les eaux bouillonnantes. Calme, hiératique. Elle avait regardé le ciel, les éclairs si proches et si nombreux qu'ils semblaient parfois faire jour. On raconte qu'elle parlait, bras au ciel, commandeuse et terrible. Le tonnerre n'aurait pas permis d'en entendre le plus petit mot. La pluie avait redoublé, drue, féroce. Elle avait bouillonné si fort au fond du gouffre que dans toutes les habitations qui entouraient la place, on avait cru à des choses impossibles. Cette nuit-là, de nouveaux lits se creusèrent, de nouvelles tombes aussi, mais est-il besoin d'en parler? Cette nuit-là, le sol se déroba sous les vies de tant de familles, écrasa les vies de tant de cherche-fortune qu'au matin, hagard, il y en eut peu à pleurer. On vit juste que les choses impossibles avaient eu lieu. La vieille, accroupie, le dos lové contre son tronc immense, les aisselles calées sur les genoux, la vieille regardait fixement vers le large. Immobile, elle était morte. Après l'effondrement de la bibliothèque dû au séisme de mars 2011, le tsunami qui a suivi, c'est comme si soudain l'impossible lui-même était arrivé. Et tout d'abord le son. C'est par le son que le danger arrive. La clameur de l'eau la précède. On a peur d'abord par l'oreille, par le tympan. Au large, la ligne de l'horizon s'est levée. Mais c'est par le bruit que la vague s'approche dans un brouhaha de pluie. Ce bruit vient de partout et transforme le monde. Un grondement de tonnerre, la terreur des sirènes, le crachat des haut-parleurs. Les alarmes des pompiers hurlent en permanence, stridence sur les nerfs, sifflement suraigu qui recouvre tout, équivalent sonore de l'eau. En un instant, les roches sont recouvertes. La vague avale tout sur son passage. On entend des battements d'ailes venus de la cime des cèdres. Dans l'air, les oiseaux s'envolent par milliers. Ils ne savent plus dans quelle direction s'élancer. Cela fait un raffut énorme qui se mêle au grondement de la vague. On dirait une montagne qui s'est mise en mouvement, me dit une vieille dame au sourire édenté. Puis, un bruit de rafale. Ce sont les vitrines et les devantures qui éclatent les unes après les autres sous la pression de l'eau. Maintenant, les sons crèvent par dizaines. Le bruit s'enfle et ruisselle de toutes parts. Il déferle. Les bouches de la mer rugissent. Elles arrivent et elles réclament leur pitance. Bientôt, le bruit lui-même se fait fleuve, cataracte, torrent. Une autre vague. Encore une autre. C'est un grabuge épouvantable. Des précipices s'ouvrent au cœur de la ville, des gouffres. Hymne du malheur frappé,
hors du rythme humain. L'eau qui se déchaîne, les tuiles qui tombent, les poteaux qui se couchent dans un vacarme d'enfer, toits effondrés, murs qui craquent. Les fils électriques qui claquent comme des fouets, mèches sifflantes des câbles, lanières meurtrières des pylônes. Par instants, le courant prend la forme d'un vortex ou d'une trombe. Il accélère sa rotation, écrase des immeubles, tourbillonne et se contracte. Et ce n'est plus bientôt qu'une sorte de cri rauque au fond d'une caverne pleine d'échos et d'ombres. Ce sont comme des stades entiers qui se soulèvent, des gradins qui se décrochent dans une huée de foule désarmée. La mer s'acharne et vocifère. Les toits s'arrachent, enflent, se lèvent, s'envolent. Les maisons sont comme des bateaux qui ont perdu leurs amarres. Par groupes de 3 ou 4, elles se brisent et affluent, toit sur toit. Les poutres sont emportées comme des fétus, les voitures comme des jouets. Vous allez voir la puissance de l'eau. Le tsunami se déplace dans toutes les pièces, fouille jusqu'aux trous de serrure, démantèle les cloisons, disloque les tatamis. Partout où il trouve une brèche, il s'engouffre. Certains bâtiments résistent, mais la vague les contourne, plus forte encore de cette résistance qu'elle rencontre. La puissance dévastatrice d'un tsunami s'accroît de ceux qui la contestent. Les maisons sont arrachées de leur socle et commencent une longue dérive flottante. Les gens crient à l'intérieur. D'abord, il y a encore une sorte de préséance dans le désastre. Les grosses villas bourgeoises, solidement bâties, résistent mieux. Mais très vite, elles sont enlevées à leur tour, dans le tumulte des moellons et des pierres, des sacs de polystyrène, des pneus, des jantes en caoutchouc retournées. Les vieilles maisons, elles, coulent doucement au milieu de leurs fleurs et de leurs bosquets, comme des aristocrates entourés de leurs gens. Ça fait du bruit, une maison, quand c'est arraché du sol. Le mugissement de l'eau est formidable, mais le son du bois qui grince, puis se fracasse, est quelque chose d'inimaginable, me disent plusieurs rescapés, les yeux encore effrayés par le spectacle qu'ils me décrivent. On dirait que quelqu'un gémit, on dirait que la maison elle-même va se mettre à parler, à rugir, à pleurer. Il y a aussi tous les bruits de la parole, les cris rageurs des hommes, les hurlements des femmes, les cris perçants des enfants, dans un mélange de peur et d'excitation, quand ils voient enfin la vague. Namiga kita, la vague arrive, la vague arrive. Incrédules, les gens répètent toutes les phrases au moins 2 fois. Oreno kuruma, ma voiture, ma voiture. Kyodaida, elle est énorme. Et à la hauteur de la vague, c'est un gigantesque balbutiement qui s'empare des mots, qui contraste avec la fureur du flot et sa fluidité. C'est comme si le langage lui-même était frappé par la vague, que la parole était emportée par le vacarme du monde. Quand ils me parlent, les gens retrouvent malgré eux ce halètement de terreur. Ils ânonnent, ils babillent dans le souvenir de la vague. Alors, c'est comme si la vague les poursuivait encore, jusque dans leur bouche, leur salive, le claquement de leur langue, le tremblement des dents. J'ai entendu un vénérable professeur d'université que le tsunami a épargné de justesse bafouiller comme un enfant en me racontant la scène. Haleine suspendue, bouche bée. Il faut imaginer, au même moment sur toute la côte, des milliers d'yeux écarquillés et les bouches arrondies. Partout sur la côte, on entend ce même cri d'effarement. La stupeur muette de la vague, son monosyllabe entêtant. Ensuite, dans la fureur des flots, le gargouillis des cris, le broyage des mots. Emportés par la vague, les syllabes hurlent, les consonnes se fracassent, les voyelles bégayent. Bientôt, on ne peut plus que murmurer, bredouiller, vagir. Les moindres souffles deviennent des râles terrifiants. Toute la langue prise, écrabouillée dans ce bouillonnement. Bonsoir. Après ce début, juste un petit mot de l'intention qui est la nôtre ce soir, qui est celle d'essayer de proposer autre chose que le spectacle de 2 personnes qui se flatteraient mutuellement l'encolure en se congratulant d'avoir fait ce qu'ils ont fait.
Non, c'est pas ça. Dans le jeu des lectures croisées, on voudrait essayer de toucher du doigt ce qui unit le plaisir d'écrire d'un côté et de lire de l'autre, c'est-à-dire la construction d'un univers imaginaire. Cet univers-là, il est forcément discontinu, archipélique, mais chacun y a le plaisir de dresser sa propre carte et de lui donner ainsi sa propre cohérence. D'œuvre en œuvre, cet univers que la lecture comme l'écriture construisent est aussi toujours en expansion. Et c'est pour cela que nous ne nous contenterons pas de nos textes respectifs, mais qu'on va essayer aussi d'aller voir un petit peu ailleurs. Ce qu'on propose donc, c'est de faire du bonheur d'une rencontre donnée, merci Olivier, quelque chose qui la dépasse, une tentative de compréhension et la joie éventuelle aussi de collisions fécondes qu'on espère partager. C'est enfin aussi une relation aux deux sens de relater, de raconter et de lier, de rapprocher et de mettre ensemble. L'écrivain est aussi, et peut-être surtout, peut-être avant tout, un lecteur. Comme tout lecteur, il tisse des liens, et ce sont ces liens qu'on voudrait faire apparaître ce soir. Ce qu'on a cru reconnaître en l'autre, mais aussi ce à quoi l'autre, qu'il en soit conscient ou pas, nous a amenés. On a coutume de dire que l'écrivain travaille seul, irrémédiablement seul, c'est bien connu, et puis de préférence aussi à la lumière d'une bougie, dans une pièce sombre, la tête dans une main, avec une larme au coin de l'œil, et puis une plume d'oie dans l'autre. Je me moque un peu, mais il semble que peut-être qu'on est seul lorsqu'on écrit, mais il y a quelque chose qui ne nous quitte jamais. C'est une ronde de fantômes, une espèce de maelstrom fait d'êtres de chair, de sidération, de textes aussi, de souvenirs, de fiction, de chants. On écrit peut-être seul, mais on ne pense jamais seul, qu'on écrive ou pas. Ceux qui le croiraient ne seraient pas seulement présomptueux, ils se condamneraient aussi à demeurer des imbéciles. Merci à Michael Ferrier, dont la rencontre est une richesse que je n'ai pas fini de fouiller. Merci à Olivier qui a tout manigancé, et même plus. Merci à vous surtout d'être là, en espérant que vous prendrez, dans les petites collisions qui ont commencé et qui devraient se poursuivre, un petit peu du plaisir qu'on a eu à les convoquer pour nous et pour vous. Merci. Alors après ce début catastrophique, je ne parle pas du discours de Nicolas, je parle évidemment des deux textes que vous avez entendus, les trois textes que vous avez entendus sur le tremblement de terre, le tsunami et l'orage. Après ce début catastrophique, puisqu'on écrit toujours un peu à partir d'une catastrophe personnelle, familiale, nationale, j'ai choisi de vous lire 3 haïkus. Le haïku est un genre poétique que vous connaissez sans doute, japonais. Et j'ai choisi 3 haïkus qui parlent de fleurs. Parce que d'abord, j'ai remarqué que Pondichéry est une ville où les fleurs ont une très grande importance, me semble-t-il. Et ensuite parce qu'à partir de la catastrophe, transformer la catastrophe en fleurs, c'est peut-être le travail d'un écrivain. Je vais vous lire donc ces 3 haïkus qui sont très court. Le genre du haïku, c'est 3 vers, 5, 7, 5, 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. Et je vais vous les lire d'abord en japonais, pour faire entendre aussi à la Maison Colombani une autre langue que la langue française. Et ensuite, je vous en proposerai une traduction que j'ai faite moi-même. Le premier haïku est un haïku d'un grand poète qui s'appelle Issa. Donc je vous le lis en japonais et puis ensuite une traduction en français. Yo zakuraya, ten no ongaku, kikishi hito. Cerisier de nuit, la musique du ciel, les gens cherchent à entendre. Deuxième haïku de Shiki.
Hana saite, omoidasu hito, minna toshi. Les fleurs ont fleuri, ceux dont je me souviens sont tous au loin. Troisième haïku, à nouveau un haïku de Issa. Koikite, iru mo fushigizo, hana no kage. Quelle étrange chose d'être ainsi vivant sous les fleurs de cerisier. Et on passe des fleurs à la nourriture. Nous sommes dans Kabuki-sho maintenant, le quartier des plaisirs. Un peu plus loin sur la gauche, au premier étage, on trouve une enseigne en bois rouge et noir, le Moby Dick. Mais oui, pourquoi pas? Entrons dans le ventre de la baleine. C'est un petit bar qui ne paye pas de mine, tout néon et murs blancs. Le patron, seul à son comptoir, nous accueille chaleureusement. Il a un sourire sans fin, façon chat du Cheshire. Et une voix étrange, rauque. Ici, il y a tout ce que vous voulez, bière, saké et tout le tralala. Il a dit la fin de la phrase en français, de sa voix chantante et éraillée, comme s'il avait des cailloux dans la gorge. Personnage singulier, calme, souriant, presque inquiétant à force de sourire. Ultime touche de bizarrerie, c'est un manchot. La manche droite de sa chemise blanche pend dans le vide, comme un lambeau de linge emporté par le vent. Mais attention, un manchot magicien. Son bras virevolte sans fin au-dessus et au-dessous du comptoir. Il arrive à faire tenir 3 à 4 verres dans le bouquet de son unique main, sans les entrechoquer, en finesse. Il est seul pour tenir la baraque. Quand il emplit les verres, il cède de l'épaule, du torse, du menton. Il circule derrière son bar, serre les clients dans un temps record. Chips, sardines, pistaches, une bouteille coincée sous l'aisselle, un verre en équilibre sur la clavicule. Il improvise, il prestidigite. Tout dans le doigté de son unique main. De temps en temps, il s'arrête pour souffler 2 minutes. Sur son front large et bosselé perle un filet de sueur qui l'essuie du revers du bras. Il s'assied sur un tabouret, roule une cigarette, puis rentre le paquet de tabac dans sa manche bouffante en un clin d'œil. Dextérité étonnante. Puis, le balai des bouteilles et des plats recommence. Son bras manquant est comme une aile invisible. Yuko rit d'un petit air gêné, elle n'en revient pas. Les gens de la télé, ça les étonne. Ils ne pensent que par le visible, ils ne savent pas qu'il existe de l'invisible. Soudain, de sous le comptoir, il sort comme par magie 3 assiettes de sanma, le poisson sabre, mon préféré. C'est la saison qui nous explique, et effectivement, celui-ci est goûtu à souhait. Le sanma, les scientifiques le nomment d'un nom somptueux et compliqué, le scombresos, poisson merveille couvert de pigments bleu-vert, fine lame des filets, toute la mer argentée prise au piège de ses écailles. Grillé au sel et accompagné d'un saké tiré du riz nouveau avec son petit goût de plancton. Puis, il enchaîne direct sur 2 verres d'absinthe. L'absinthe absente, c'est l'étiquette, qu'il mélange avec 2 touffes d'herbes venues d'Hokkaido dans le nord de l'archipel. Une herbe drue, dense, robuste, la sauge des glaciers. Une flottille de sensations se presse, passe la barrière des dents, entre dans la tourmente du palais. Des saveurs inconnues frétillent sur la langue, les parfums fusent, mélisse et menthe, coriandre, tendre, angélique. Au loin, des rires claquent, des paroles retentissent. Des formes sombres se dessinent sur les parois de la taverne. Phoque à fourrure du Nord, baleine à bosse. Encore un peu d'alcool chinois, un peu d'alcool japonais. Bon sang, quelle heure est-il? Le temps de Tokyo, un temps très étrange, fait d'accélération incroyable et de ralentissement merveilleux, cadrans ouverts, aiguilles disjointes, les temps diffractés de la fin du temps. À ce moment précis, l'ordre chronologique se défait, il n'existe plus. Nous vivons dans une sorte de parenthèse, la nuit peut continuer ainsi indéfiniment. D'ailleurs, la nuit n'est plus la nuit, c'est tout aussi bien le jour, la grande roue du temps. Toutes les soirées soudain se valent, s'équivalent, s'annulent, sauf précisément celle que nous sommes en train de vivre. Moment fugitif, douceur suspendue, pointe de l'instant. Nous sommes sortis du couloir du temps, nous sommes entrés dans sa plaine ouverte,
nocturne, riante, à ciel renversé. À intervalles réguliers, le patron nous sort maintenant, d'un geste toujours précis et minuté, un éventail de mets délicieux. Légumes, fromage, hop, encore un peu de poisson, hop, quelques sushis avec du soja, hop, apparition, disparition, le petit sourire flotte sur son visage, hop, regardez bien, mesdames et messieurs, et maintenant de la fraise d'ours, des oreilles de biche, des testicules de cochon. Il a tout un stock de nourriture rarissime sous la main, qu'il nous extrait d'on ne sait où, là-bas, loin sous la table, en un tournement. Apparition, disparition, comme dans la vie. Il répète sans fin cette étrange maxime. Sa voix rauque monte vers les ampoules nues qui brillent comme des citrons suspendus au-dessus du bar. De temps en temps, un clin d'œil vers Yuko, dont le charme ne le laisse manifestement pas indifférent. Elle, toujours très droite sur le tabouret, malgré les sakés qui s'enchaînent, lui glisse un regard très doux. Elle sait d'où vient la phrase. C'est la formule du directeur du théâtre des funambules dans Les Enfants du Paradis. Apparition, disparition, comme dans la vie. Et maintenant, le fin du fin, le clou de la soirée. Nouvelle passe mystérieuse sous le comptoir, et voici qu'il en rapporte sur un bijou de soucoupe émeraude une petite boule grisâtre et vaguement boursouflée. Quoi? Quelle nouvelle trouvaille au trésor des abysses? Une arme imprévue, fulgurante, une surprise technique, la foudre? Une prune, qu'il nous répond, toujours petit sourire. Une prune? Après le bar de Tokyo, un autre bar, un autre comptoir et d'autres histoires. C'est un bar où quelqu'un va prendre la parole pour raconter l'histoire d'une prise d'otage au Nigeria. Une prise d'otage. Pour échapper à cette prise d'otage, vous allez le voir, il fallait un personnage un peu singulier. Au comptoir, les histoires vont bon train. Le vieux Francis, cela ne lui arrive plus si souvent, a chanté la grande pêche baleinière, cette complainte qu'il ne peut finir sans pleurer comme un enfant. C'est un signe que Robert connaît bien, la vitesse de croisière des soirs de grand voyage. On raconte, on trinque, pour soi, pour les autres et pour d'autres raisons, jusqu'à oublier que dehors existe. Le dehors, on le crée. Ces moments avaient ceci de magique. Ils semblaient conférer à Robert, bien malgré lui, la dimension, la puissance et la bonté d'une vieille montagne. Chaque histoire racontée l'emplissait et sa bienveillance se posait en retour sur chacune d'elles comme le baiser d'une mère. Le bar tabac bourgeonne de mots et de gestes. Debout, le regard encore loin au-delà des mers, l'un raconte, peu importe qui. C'était il y a une vingtaine d'années au Nigeria, dans un bordel de Port Harcourt. Une de ces fins de soirée d'escale, on sue l'alcool, on reste avec les filles pour le plaisir de séduire, des seins offerts et des parfums de sexe. Il y avait des groupes de rebelles aux abords de la ville, et des virées nocturnes, sanglantes parfois. Port Harcourt n'était pas une ville sûre. 5 hommes enfoncent la porte, rafale de mitraillettes au plafond. Ils viennent prendre des otages, des expatriés, des marins, et ils savent qu'ils les trouveront là, suffisamment abrutis d'alcool pour être emmenés sans peine. Tout le monde se couche à terre, mais eux, ils scrutent, relèvent, cognent, embarquent. 2 seulement avaient échappé à la rafle. Le premier était un Belge, beau gosse, mais surtout si bon client, un tel gentleman, que les filles, en entendant les mitraillettes, s'étaient couchées sur lui et l'avaient masqué aux yeux des ravisseurs. Le second était un Anglais, une masse, une barrique. L'équipe de foot de Liverpool avait perdu ce soir-là. Et, triste comme les pierres, il pleurait. Lorsque la rafale de mitraillettes avait fait sauter les éclats de plâtre du plafond, il s'était à peine retourné. Son gros museau sointant de larmes et de morve s'était levé un temps, puis un nouveau sanglot l'avait fait revenir dans sa pinte. Soudain, il se rend compte qu'il n'a plus personne à qui parler. Ses sous-lots de voisins sont couchés sur le sol trempé de sueur et de bière.
main sur la tête. Il se retourne alors, aperçoit les hommes en armes. Il s'approche d'eux, trébuche sur les corps à terre, les piétine un peu, concentré sur sa pinte de bière. Il ne veut pas renverser. C'est dur quand on est saoul. Il arrive jusqu'à eux, il les embrasse, je vous le jure, aussi vrai que je suis debout devant vous. Il pleure sur leurs épaules, imaginez leur gueule. Liverpool a perdu, il s'en fout de tout, il peut bien crever, rien à foutre. Il offre son corps pour qu'on en finisse. Verre en main, il passe de l'un à l'autre, prend les épaules, renverse un peu sur les treillis, un peu sur son poignet, embrasse un cou, en serre une nuque et retourne au comptoir, en trébuchant encore sur les corps allongés, sans se demander ce qu'il fout là. Je ne sais pas s'il a compris ou non ce qui se passait. En tout cas, le chef des rebelles, après avoir fait lever et regrouper tous les autres clients, regarde ces hommes et, désignant l'anglais, d'un mouvement de tête, il leur dit « Celui-ci, on ne le prend pas, il va nous faire chier. » Pour vivre ce soir-là, il fallait aimer le foot ou les femmes. Amis, prions pour ne jamais avoir à choisir. Ouais, et buvons à celles qui ont les nichons comme des ballons de foot. Bruit de verre, floraison de nouvelles paroles. Janos regarde Robert qui sourit et lui fait signe. De là-bas, à l'autre extrémité du comptoir, c'est la discrète et douce voix d'une femme qui dépasse à présent la cohue et la drape de silence. Elle est belle. Ses cheveux courts laissent voir sa nuque. Sur ses épaules, la lumière safranée des photophores dessine comme de fins croissants de lune. On s'en va ailleurs et toujours dans la nourriture, on va confronter deux regards, deux visions. La première de Nicolas Bouvier, qui donne ses impressions concernant la cuisine japonaise. La seconde, elle nous est offerte par Maupassant dans une petite nouvelle qui s'appelle L'aventure de Walter Schnaps. De Nicolas Bouvier d'abord. Il y a dans la saveur des plats japonais quelque chose qui masque la valeur nutritive. C'est bon au palais, mais rien dans le goût ne suggère que le corps s'en fortifie. Sentiment que le pain et le vin me donnent. Comme s'il était souhaitable que cet aspect fâcheux ne soit pas rappelé. La cuisine chinoise n'a pas tant de pudeur. Ici, tous les plats d'origine chinoise, on s'y attaque avec l'impression, peu relevée peut-être, mais naturelle, qu'on en profite. Même ces misérables raviolis chinois, gyoza, relief d'abattis, ail, raclure d'assiette, donnent le fumet et l'allure d'un plat qui va vous nourrir pour 3 jours. Il y a dans une brochure du Japan Travel Bureau une phrase bien révélatrice. The Japanese dishes are a pleasure for the eye. C'est d'ailleurs exact. Il y aurait comme une inconvenance qu'il soit aussi un plaisir pour la bouche. De Maupassant maintenant, Walter Schnaps, qui comme son nom l'indique est allemand. Walter Schnaps s'assit devant une assiette restée intacte et il se mit à manger. Il mangeait par grandes bouchées, comme s'il eût craint d'être interrompu trop tôt ou de n'en pouvoir engloutir assez. Il jetait à 2 mains les morceaux dans sa bouche ouverte, comme une trappe. Et des paquets de nourriture lui descendaient coup sur coup dans l'estomac, gonflant sa gorge en passant. Parfois, il s'interrompait, prêt à crever à la façon d'un tuyau trop plein. Il prenait alors la cruche au cidre et se déblayait l'œsophage comme on lave un conduit bouché. Il vida toutes les assiettes, tous les plats et toutes les bouteilles. Puis, saoul de liquide et de mangeaille, abruti, rouge, secoué par des hoquets, l'esprit troublé et la bouche grasse, il déboutonna son uniforme pour souffler, incapable d'ailleurs de faire un pas. Après les catastrophes, les fleurs, la nourriture, en fait on s'aperçoit qu'un écrivain peut parler de tout, y compris de la mangeaille. Il peut parler des sujets les plus élevés, il peut parler des sujets les plus triviaux. Il suffit pour cela qu'il ait du style.
j'ai choisi de vous lire un poème de Charles Bukowski qui s'appelle justement Style. C'est un poème de 1972 qui est extrait d'un livre qui s'appelle en anglais Mockingbird. Mockingbird, Wish Me Luck. Style. Le style est la réponse à tout. L'approche neuve d'une chose terne et dangereuse. Mieux vaut faire une chose terne avec du style qu'une chose dangereuse sans style. Faire une chose dangereuse avec style, c'est ça l'art. La tauromachie peut être un art. La boxe peut être un art. Faire l'amour peut être un art. Ouvrir une boîte de sardines peut être un art. Rares sont ceux qui ont du style. Rares sont ceux qui peuvent le garder. J'ai vu des chiens avoir plus de style que les hommes. Bien que peu de chiens aient du style, les chats en ont à profusion. Hemingway, se faisant gicler la cervelle contre le mur au calibre 12, ça, c'est du style. Quelquefois, les gens vous donnent du style. Jeanne d'Arc avait du style. Jean-Baptiste, Jésus, Socrate, César, Garcia Lorca. J'ai connu en prison des gens qui avaient du style. J'en ai connu plus en prison que hors de prison. Le style, c'est une différence, une façon de faire, une façon d'être. 6 hérons juchés sur leurs pattes dans un étang. Ou vous, qui sortez nus des chiottes sans me voir. Retour à Fukushima avec Michael Ferrier. Le soir, pour fêter ça, June débouche dans la camionnette un vin de Fukushima. Chardonnay, 100%, 2009. Il porte un joli nom, fruité et florissant, soie et mûr. Un écrivain est toujours plus ou moins en dialogue avec des spectres, des fantômes. J'ai choisi de lire dans le roman de Nicolas Delot, Les Rois d'ailleurs, un passage avec un homme qui s'appelle Thomas et qui regarde un port, qui regarde toutes les activités liées à un port. Il lui paraissait inconcevable que des hommes puissent travailler à des manœuvres en plein jour, dans les vapeurs brûlantes de gasoil et de tripes de poisson. Le port devait nécessairement être tenu par une armée mystérieuse de créatures nocturnes, des hommes de l'ombre, des morts vivants peut-être. Il en eut peu à peu la certitude, et son attention, naguère accaparée par les bruits du jour, se concentrait désormais sur les signes que la nuit lançait, des bruits plus épisodiques, des cris rauques de machines, évidents comme une peur, déchirant subitement le mince voile des murmures indistincts. Semaine après semaine, il attendait plus tard, se visser à la longue vue lorsque le père s'en retournait dans sa chambre pour la nuit. Derrière le gros œil de poisson de la lunette, il apprit peu à peu à reconnaître d'autres signes encore, des mouvements furtifs, d'imperceptibles agitations, des changements de rythme dans la rumeur, des choses grouillantes qu'il n'avait d'abord pas vues. Il apprit à écouter la lente et continue respiration du port. Il s'habitua au spectacle des nuits sur les quais de Manille, aux carrés d'ombre fantomatiques que dressait, dans des recoins, la lumière crue des projecteurs. Là, des foules courbées sous le poids des fardeaux se croisaient, s'entremêlaient. Des malingres, des loques, venus de nulle part. Un peuple de misère acharnée, une armée de spectres. Des files interminables qui chargeaient, déchargeaient, disparaissaient tour à tour dans les entrailles des grands navires à quai ou le dédale des conteneurs rangés le long des docks.
Des spectres, c'était cela. Des spectres habitaient ces grandes carcasses rouillées, et les mânes d'équipages anciens erraient un temps sur la ville endormie avant de regagner le large. Le matin, seuls quelques-uns d'entre eux restaient encore, sans que l'on sût s'ils étaient des privilégiés, s'ils se levaient tout juste, ou s'il s'agissait là des derniers des maudits, ceux qui, après leur nuit de sabbat, erraient à la recherche d'eux-mêmes. Des spectres, pas des humains, dont la maigreur de cadavres abritait une force inquiétante. L'effort d'un corps à sang chaud était un non-sens sous ces latitudes. De quoi vivaient-ils? Où disparaissaient-ils une fois leur tâche d'ombre accomplie? Quelle mystérieuse malédiction les amenait ici chaque fois que le soleil disparaissait? Et on retourne à Fukushima, de Michael Ferrier. Le tsunami a ravagé l'est du Japon et nous sommes dans une mélasse impossible, dans un univers cataclysmique dans lequel les gens essayent de retrouver un tout petit bout de quoi que ce soit qui pourrait nourrir leur mémoire. Le tsunami n'a pas seulement emporté des maisons ou des véhicules, il a aussi balayé des mémoires entières, dont on retrouve les pièces éparses dans les piles de photographies, dans les albums ou les catalogues, les cahiers de classe qui jonchent le sol par centaines de milliers. Autour de nous, plusieurs personnes cherchent avec persévérance. Certaines ont le regard fixe, presque vide, une autre marmonne en permanence. On se croirait dans un marché aux puces un peu particulier où rien ne serait à vendre et tout à retrouver. Pour des gens qui ont tout perdu, quand tout son passé a été réduit en poudre ou taillé en pièces, une photo signifie beaucoup. On cherche des photos de la famille, bien sûr, mais aussi des amis. Quelle émotion, parfois, lorsqu'on en trouve une qui vous concerne, de près ou de loin. Même une photo de groupe. Je voudrais juste voir son visage, me dit un vieil homme qui cherche une photo de sa femme. La probabilité qu'il en trouve une est infime. Mais chacune de ces photographies est l'occasion de parler, de décrire, de raconter. On discute, on recompose son passé, on remembre sa vie. Je m'approche d'une bénévole qui nettoie les photos récupérées dans les débris. Photos estompées et moisies, disposées sur les toiles de plastique ou rangées dans des cajots. Certaines pliées, d'autres cornées ou plissées, mais elles sont là, et elle s'en occupe. Elle me montre des photos de bébés au berceau, souriants, ronds, gras et joviaux, hilars sous la vague. La jeune femme a les cheveux noués en chignon, danseuse, sur le bas de la nuque. Une mèche légèrement crêpée souligne avec grâce le visage, ovale et blanc, percé de deux pupilles très noires. Elle se nomme Rieko. Elle saisit une photo de mariage qu'elle a placée sur le dessus d'une pile. La mariée est rayonnante. Le jeune époux a les cheveux en bataille. En dessous, une date inscrite à l'encre de Chine, 1967. Je lui demande comment la date a pu résister à la force de l'eau alors que le reste de la photo est très abîmé. Elle me répond que c'est dû à la qualité de l'encre. C'est une encre magnifique, vraisemblablement à base de pain et de graines de chanvre. Quand elle est allée en Chine, elle a vu des encres à la poudre de riz parfumées, infusées dans une décoction d'hibiscus. Elles sont réputées rester parfaitement intactes, même après 6 mois d'immersion dans l'eau. Rieko classe tous les documents avec une patience et une minutie hors norme. Une petite pile de diplômes, une autre de contrats, une troisième pour les feuilles d'impôt. Mais elle prend un soin tout particulier pour les photos. Il faut sécher, nettoyer, organiser. Pince à linge, brosse à dents, chiffon imbibé d'eau douce. On tamponne doucement. Peu à peu, les lignes s'éclaircissent, les couleurs réapparaissent.
On sent bien que quelque chose d'autre est en jeu que le simple nettoyage. Thérapie par le geste, par l'eau, reprendre à l'eau ce que l'eau vous a pris. Rieko a tout compris. Elle arrange, elle recadre, elle interprète. Jolie, avec sa mèche sur la joue et son visage enfantin, rimbaldienne à sa manière, dans la grande maison de vitres encore ruisselante, les enfants en deuil regardèrent les merveilleuses images. Elle s'appuie sur quelques bribes de phrases et des éclats d'encre de Chine pour redonner à la dévastation un visage plus humain. C'est elle qui a raison. Quand l'architecte des monuments historiques de la Réunion est venu suite à l'écroulement de l'hôtel de ville de Pondichéry, il m'a apporté 13 gousses de vanille Bourbon, que voici. Et quelques semaines plus tard, j'ai lu le texte suivant dans Sympathie pour le fantôme de Michael Ferrier. Alors je ne vais pas vous faire attendre quelques semaines. Histoire d'Edmond Albius, le marieur de fleurs. Il n'y a pas seulement les lieux de mémoire, il y a aussi les moments. Celui-ci est fugace, fragile, incertain. Il a marqué son temps et continue de parfumer le nôtre. Tokyo, Paris, Bordeaux, Saint-Malo, La Réunion, Maurice, l'océan Indien. 1999, 1968, 1929. Je vous l'écris de partout par le fait. Narrateur sous-marin. Je passe sous le naufrage du siècle, je vais remonter là-bas très loin, très haut, dans un hors-champ. Sortir du film de notre époque, passer fantôme. Il faut savoir suivre les spectres. Ils sont notre rose des vents, notre boussole. Celui-ci est un petit nègre de 12 ans. Un esclave. Ah, les esclaves, pratiquement inconnus aujourd'hui dans l'histoire de France. Ils sont pourtant un certain nombre à l'avoir changé en profondeur, à l'avoir façonné avec courage, avec souffrance, avec intelligence. C'étaient des gens de peu, des gens qui ne comptaient pas, taillables et corvéables dans la poussière des jours. Des gens ordinaires, en manque de savoir, en manque d'éducation, mais en grande position de pensée, et qui, un peu partout sur la terre, allait donner au monde sa forme d'aujourd'hui. Voici donc l'histoire d'un esclave noir sur la terre de France. Il va modifier l'histoire de son pays et celle du monde entier d'un seul mouvement de ses mains. Analphabète, illettré, inculte, mais écrivain à sa manière, possédant à un degré inouï le sens de l'observation, l'art de la bouture, le génie de la relation. Petit négrillon de France, sauvageon batté, dont les ancêtres furent torturés au fer rouge, entassés dans des eaux, parqués dans des camps, croupirent dans les cales, crevèrent dans les champs, il va pourtant lui faire la plus douce et la plus parfumée des offrandes, tout aussi précieuse qu'un texte gravé sur des lamelles d'or, une écriture sur l'écorce, un geste sur la pulpe d'un fruit. La vanille est une orchidée, qui le sait? Cultivée en Europe, elle ne donna jamais de gousses. La plante présente en effet la singularité de posséder des organes mâles et femelles
séparés par une membrane, une sorte de fine languette semblable à un capuchon, le rostellum. Elle est originaire du Mexique et il faut, pour mettre en relation les deux organes séparés par la capuche, une abeille du Mexique, la mélipone. Dans les années 1820, les colons ont apporté des graines dans l'île, dans l'espoir que la plante s'y acclimate. Mais hormis l'abeille mexicaine, aucun insecte ne semble pouvoir la féconder. Hors du Mexique, donc, point de vanille. Pour convaincre son maître, Edmond lui montre comment il a procédé. Dégageant les racines adventives, fourrageant parmi les lianes à feuilles alternes, il saisit délicatement une fleur et répète devant lui le geste qui lui permet de mettre en relation, malgré la membrane qui les sépare, l'antère et le pistil. Comme l'écrit Bélier-Beaumont lui-même, relatant l'histoire quelques années plus tard, l'intelligent enfant avait su discerner, dans la même fleur, les organes mâles et femelles et les mettre convenablement en relation. L'enfant a 12 ans, il vient tout simplement de découvrir la fécondation artificielle de la vanille. Et en dernier hommage à ces fantômes que nous avons convoqués, nous nous sommes aperçus lors de discussions ces derniers jours, ces dernières semaines, que on avait dans notre paysage commun quelqu'un qu'on admirait énormément et pour sa poésie et pour sa pensée. Il s'agit d'Édouard Glissant. Édouard Glissant qui, tout au long de son œuvre, et en particulier dans un roman qu'on va convoquer ici, Sartorius, crée l'histoire d'un peuple qui est le peuple des Batuto. L'an 500 ou à peu près avant cette ère que nous vivons, des humains apparaissent dans une région de l'Afrique suffisamment centrale pour être indéterminée et y élèvent une ville, Onkolo. L'un d'entre eux, Oko, décide aussitôt de partir dans le monde, non pas pour y posséder, mais pour endurer avec tous. Ils ont conçu Héléné, qui résume pour eux le lieu du temps où les humanités se rencontreront enfin. Aux environs du XVIIe siècle de cette même ère, Odono, un autre à partir, se jette dans la souffrance de la traite négrière et court le périple des peuples outragés. Ni Oko, ni lui ne furent les seuls. Quelle est cette nation, invisible en tant que nation, et qui, pourtant, suit de si près nos chemins tourmentés? Nous les nommons Batuto. D'après le récit qu'ils contèrent à quelques-uns parmi nous. Dans les temps démultipliés d'aujourd'hui, nous les voyons difficilement. Ils veillent partout où nos espérances n'ont pas rencontré nos actions. Ainsi les rêvons-nous davantage que de les connaître. Merci beaucoup. J'avais dit qu'il fallait prévoir un rappel, vous voyez. Rappel. Un autre. Un texte d'Antonin Artaud, dans la préface d'un livre qui s'appelle Le théâtre et son double, qui est paru en 1938. C'est une époque, comme vous le savez, chargée, et qui va bientôt exploser. Un peu comme la nôtre peut-être. Et voici ce qu'Artaud écrit sur la culture dans les temps de catastrophe. Le plus urgent ne me paraît pas de défendre une culture dont l'existence n'a jamais sauvé un homme du souci de mieux vivre et d'avoir faim, que d'extraire de ce que l'on appelle la culture des idées dont la force vivante est identique à celle de la faim. Il faut insister sur cette idée de la culture en action et qui devient en nous comme un nouvel organe, une sorte de souffle second.
Et la civilisation, c'est de la culture qu'on applique et qui régit jusqu'à nos actions les plus subtiles, l'esprit présent dans les choses. Et c'est artificiellement qu'on sépare la civilisation de la culture et qu'il y a deux mots pour signifier une seule et identique action. Ceci dit, on peut commencer à tirer une idée de la culture, une idée qui est d'abord une protestation. Protestation contre le rétrécissement insensé que l'on impose à l'idée de la culture, en la réduisant à une sorte d'inconcevable panthéon, ce qui donne une idolâtrie de la culture, comme les religions idolâtres mettent des dieux dans leur panthéon. Protestation contre l'idée séparée que l'on se fait de la culture, comme s'il y avait la culture d'un côté et la vie de l'autre, et comme si la vraie culture n'était pas un moyen raffiné de comprendre et d'exercer la vie. Je m'en doutais un peu. Alors il y a celui-ci. Celui-ci qui vient de Samuel Beckett, dans un livre qui s'appelle L'Innommable. Il faut continuer, je ne peux pas continuer, il faut continuer, je vais donc continuer. Il faut dire des mots tant qu'il y en a, il faut les dire jusqu'à ce qu'ils me trouvent, jusqu'à ce qu'ils me disent étrange peine, étrange faute. Il faut continuer, c'est peut-être déjà fait. Ils m'ont peut-être déjà dit, ils m'ont peut-être porté jusqu'au seuil de mon histoire, devant la porte qui s'ouvre sur mon histoire. Ça m'étonnerait, si elle s'ouvre, ça va être moi, ça va être le silence. Là où je suis, je ne sais pas, je ne le saurai jamais. Dans le silence, on ne sait pas. Il faut continuer. Je ne peux pas continuer, je vais continuer. Et un tout dernier, vraiment un dernier, mais elle est magnifique cette phrase. Je laisse les derniers mots à Voltaire. On a voulu m'enterrer, mais j'ai évité. Bonsoir. Je tiens à vous remercier d'être venus si nombreux ce soir et pour ce moment exceptionnel. Je tiens à remercier Michael Ferrier pour ce soir et puis pour les 14 précédents jours qu'il a passé à Pondichéry, que nous avons passé en grande partie ensemble. Je tiens à remercier Nicolas Delot, qui est quelqu'un d'extrêmement précieux, qui est au four et au moulin et qui fait vivre, je crois, avec un enthousiasme, un talent fou, la littérature, le théâtre ici à Pondichéry, avec d'autres, mais c'est beaucoup lui. Cette résidence d'écriture a été rendue possible par quelqu'un qui travaille au musée de l'immigration à Paris, musée de la Porte Dorée, Elisabeth Lehn Springer, qui s'est battue comme une belle diablesse pour que cette résidence existe. Et ensemble, nous avons réussi à faire en sorte qu'elle existe avec l'aide de l'Institut français. En ce qui me concerne, c'est une première. Je crois que c'est une première qui est réussie, complètement réussie. Michael était la personne avec qui organiser une première résidence d'écriture. Il n'y avait personne d'autre. Sa disponibilité, son intelligence, sa modestie, sa capacité à entrer en relation, entrer en résonance avec Pondichéry, avec ce qu'il a vu de Pondichéry, avec les gens qu'il a rencontrés, pour moi, est exceptionnel et donne un sens à notre action culturelle.
J'attends avec grande impatience le texte qu'il produira et dont il va peut-être nous dire quelques mots, sur au moins nous annoncer le titre et nous dire pourquoi. C'est ce qui va clore quelque part cette résidence. Je vais révéler quand même un secret, Michael. C'est aujourd'hui son 48e anniversaire, donc j'aimerais qu'on l'applaudisse très très fort. On lui souhaite un très bon Et donc, je laisse Michael terminer sur ce qu'il a à nous dire du texte qu'il écrira sur Pondichéry. Merci. D'abord, moi aussi, je veux prononcer le nom d'Elisabeth Lenspringer, qui est une femme extraordinaire et que je remercie. Je voudrais prononcer le nom de beaucoup d'amis et d'écrivains qui m'accompagnent dans mon trajet. Des gens très différents. Je vais dire leur nom quand même pour vous inciter à les lire. Il y a des gens comme Pascal Quignard, comme Philippe Solers, comme Pierre Guyotat, comme Philippe Forest, et encore beaucoup d'autres. Ce sont des gens qui sont vivants, qui font de la littérature encore aujourd'hui. La littérature n'est pas morte, la littérature n'est pas rangée dans les étagères des bibliothèques. Elle est bien vivante. Donc il faut lire tous ces gens. Et bien d'autres encore que j'oublie, et je leur demande de me pardonner de les oublier. Et pour répondre à la question d'Olivier, oui, je suis en train d'écrire un texte parce que j'ai tellement reçu pendant ces 15 jours, pendant ces 2 semaines, mais vraiment tout au long de ces 2 semaines, chaque jour, j'ai reçu énormément de chacun d'entre vous. Donc je voudrais rendre cela, je vais essayer en tout cas sous la forme d'un texte qui vous sera dédié. Ce texte, je n'en ai que le titre, c'est déjà un début. Ce texte s'appellera Colam, Colam pour quelques millions de klaxons. Comme je l'expliquais déjà, je crois, dans les jours précédents, j'ai été frappé en arrivant à Pondichéry, à Chennai d'abord et ensuite à Pondichéry. J'ai été frappé par le bruit, et notamment par les klaxons. Donc les klaxons ici, c'est extraordinaire. Il y en a de toutes sortes. C'est très varié. Voilà, merci. Et donc, je vais essayer d'écrire, merci, sur ces klaxons. Ces klaxons qui nous entourent, même qui nous pénètrent, qui nous traversent, et qui sont, je crois, une sorte de langage en action. Et Colam, parce que face à dans ce grabuge des klaxons, et encore on me dit que Pondichéry c'est rien, il paraît qu'il y a d'autres villes de l'Inde où c'est encore plus extraordinaire, mon Dieu. Moi je viens d'une ville qui s'appelle Tokyo, qui est une très grande ville, la plus grande ville du monde, mais qui n'est pas aussi bruyante, qui est plus feutrée, disons plus fluide et plus feutrée. Donc c'est pour ça que les klaxons ici m'intéressent, mais les klaxons tout seuls ça ne suffit pas. Et donc je vais essayer de les mettre en relation avec les kolams. J'ai découvert le kolam il y a 15 jours en arrivant, et je trouve que c'est un art, c'est un peu comme Edmond Albus quand il invente la fécondation artificielle de la vanille. C'est juste un geste très simple, un geste qui peut être fait chaque matin, quotidiennement. J'aime l'idée qu'un art soit un geste quotidien, un geste simple qui peut être fait par de grands érudits, mais aussi par des gens très simples dans la rue, sur le sol, et chaque jour recommencer. Voilà. Donc je vous enverrai en vous remerciant de tout mon cœur ce kolam pour quelques millions de klaxons. Merci, merci infiniment.